Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des œuvres qui ont fait scandale. Des œuvres qui ont choqué, qui ont été interdites, qui ont même fini au tribunal. Bref, on va explorer ensemble ce qu'on pourrait appeler l'art du scandale. Et la question qui va nous guider, notre fil rouge, c'est celle-ci. Mais pourquoi l'art nous provoque-t-il? Qu'est-ce qui fait qu'un tableau, un livre ou une sculpture devient soudain insupportable pour une société? Est-ce que c'est l'artiste qui va trop loin ou est-ce que c'est la société qui n'est pas encore prête? C'est une véritable enquête que l'on va mener. Allez, première ronde de notre enquête, le choc des mœurs. On est au moment où l'art, littéralement, entre en guerre contre la morale, contre les bonnes manières de l'époque. Pour bien comprendre ça, on fait un petit bond dans le temps. Direction le 19e siècle sous le Second Empire. Regardez bien cette date, 1857. Retenez-la bien parce que c'est une année assez folle. Deux monuments de la littérature française, des œuvres que vous étudiez aujourd'hui, Madame Bovary de Flaubert et Les Fleurs du Mal de Baudelaire, se retrouvent toutes les deux au tribunal, la même année. L'accusation, eh bien c'est la même, outrage à la morale. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que c'est le même procureur qui va s'acharner sur ces deux géants. Et cet homme, le voilà, le procureur Ernest Pinard. Il incarne vraiment la voix de l'ordre, de la morale de son temps. Pour lui, la question est simple, limpide même. L'art, ça doit avoir des règles. Et la règle numéro 1, au-dessus de toutes les autres, c'est la bienséance. Un art qui dépasse les bornes n'est pas juste un mauvais art, non. Pour lui, c'est un véritable danger pour la société. Cette petite phrase, elle est tirée de son réquisitoire contre Flaubert et elle dit tout. En fait, il vise une scène bien précise du roman, celle de l'extrême-onction d'Emma Bovary. Flaubert décrit les lèvres de son héroïne mourante qui s'avance pour baiser le crucifix. Et là, Pinard voit rouge. Pour lui, c'est un mélange scandaleux intolérable entre le sacré, c'est-à-dire le religieux, et le voluptueux, autrement dit le désir, le charnel. À l'époque, c'est un tabou absolu, un blasphème. On ne mélange pas Dieu et le désir. Bon, Flaubert et Baudelaire ont ouvert une brèche en défiant la morale. Et forcément, d'autres artistes vont s'y engouffrer. On passe au deuxième round, le choc du réel. Cette fois, le scandale, il ne porte plus sur ce que l'art dit, mais sur ce qu'il montre. La nouvelle bataille, c'est celle de la vérité contre l'idée qu'on se fait du beau. Alors pour bien comprendre le choc, il faut d'abord savoir ce qui était considéré comme beau à l'époque. Eh bien le voilà, le beau officiel, le blockbuster du salon de peinture de 1863. C'est la naissance de Vénus de Cabanel. On a des corps parfaits, une peau lisse comme de la porcelaine, des petits anges. C'est complètement idéalisé, il n'y a pas un défaut. C'est ça que le public et les critiques adoraient. Et puis, 10 ans avant, arrive ça. La rupture. Elle est brutale. Gustave Courbet expose ses baigneuses. Et là, c'est un électrochoc. Fini la déesse mythologique, fini le corps parfait. On se retrouve face au corps massif, puissant, bien réel d'une femme du peuple. C'est la vérité crue, sans aucun filtre. Imaginez le public de l'époque, habitué aux Vénus. Pour eux, c'est presque une agression. Et la réaction ne se fait pas attendre, elle est d'une violence. Écoutez ce qu'en dit un des plus grands critiques de l'époque, Théophile Gautier. Il parle d'un affligeant spectacle, et il lâche le mot « un corps crasseux ». Vous entendez bien? Crasseux. Ce mot, il est terrible. Il montre bien que la vérité du corps, le réel, n'est pas vu comme une autre forme de beauté, mais comme quelque chose de sale, d'indigne. Ce nouveau mouvement, vous le connaissez, c'est le réalisme. L'idée est simple, on représente le monde tel qu'il est, sans l'enjoliver. Et en littérature, des auteurs comme Zola vont pousser la logique encore plus loin. Mais pour leurs opposants, ce n'est pas de la vérité, c'est une fascination pour le moche, pour le sale. Ils vont même jusqu'à parler de littérature du bourbier, comme si ces auteurs prenaient plaisir à patauger dans la boue. Ok, on a donc vu l'art qui défait la morale, puis l'art qui défie l'idée du beau. On arrive maintenant au troisième et dernier round, et là, attention, on monte encore d'un cran. C'est le choc des règles. La bataille, ce n'est plus l'artiste contre la société, c'est l'artiste contre l'art lui-même. La question n'est plus est-ce que c'est moral ou est-ce que c'est beau, mais une question beaucoup, beaucoup plus vertigineuse. Est-ce que c'est encore de l'art? Cette frise, elle résume parfaitement cette escalade. Ça commence doucement, si on peut dire, en 1830. Victor Hugo, avec Hernani, met un grand coup de pied dans les règles de la tragédie classique, provoquant une vraie bataille dans le public. Et puis, un siècle plus tard, en 1913, Marcel Duchamp fait un geste complètement fou. Il prend un objet banal, une roue de vélo, il la fixe sur un tabouret et il dit « voilà une œuvre d'art ». C'est l'invention du ready-made. L'idée de l'artiste devient plus importante que son savoir-faire. Et cette logique est poussée à son extrême limite en 1961 par l'italien Piero Manzoni qui met ses propres excréments en conserve et les vend au prix de l'or. Oui, oui. Et là, évidemment, c'est la question qui tue. C'est la question que tout le monde se pose. Une roue de vélo, sérieusement, c'est de l'art. Une boîte de conserve, mais où s'arrête l'art?
Est-ce qu'il suffit qu'un artiste décrète que ceci est de l'art pour que ça en soit? C'est le débat fondamental, absolument vertigineux, que ces artistes ont ouvert. Et je vous rassure, il n'est toujours pas refermé aujourd'hui. D'ailleurs, cette question, elle est devenue tellement sérieuse qu'elle a elle aussi fini au tribunal. C'est l'incroyable procès Brancusi en 1927. Le sculpteur roumain Brancusi veut faire entrer une de ses œuvres, L'Oiseau dans l'espace, aux États-Unis. Mais les douaniers américains bloquent l'œuvre. Pour eux, ce n'est pas de l'art, c'est juste un bout de métal. Ils veulent le taxer comme un ustensile de cuisine. Le procès qui a suivi est historique, car pour la première fois, des juges ont dû statuer que l'art, ce n'est pas forcément une imitation de la nature, ça peut aussi être une idée abstraite. C'est une décision qui a légalement changé la définition de l'art. Bon alors, si on récapitule tout ça, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le scandale en art, ce n'est pas juste de la provocation gratuite. Ça a été un moteur essentiel. Chaque grand scandale a été une étape, une conquête. En défiant la morale, les artistes ont gagné la liberté de parler de tout. En défiant le beau, ils ont gagné la liberté de montrer le réel même quand il dérange. Et en défiant les règles de l'art lui-même, ils ont fait exploser les frontières pour réinventer ce qu'est une œuvre d'art. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question pour vous cette fois. Flaubert, Courbet, Duchamp, tous ces artistes ont été vus comme des provocateurs, voire des dangers publics. Aujourd'hui, ce sont des classiques, des incontournables qu'on étudie en cours. Alors, la question est simple. Parmi les œuvres d'aujourd'hui, celles qui nous choquent, qui nous font rire ou qui nous semblent ridicules, lesquelles seront les grands classiques de demain? L'histoire nous a appris que la réponse n'est jamais simple. C'est à nous d'y réfléchir.